Merci de nous retrouver sur Digital Congo Télévision et FM pour ce nouveau numéro du magazine Entretien qui a le privilège de recevoir encore une fois sur ce plateau M. Freddy Mulumba. Bonsoir M. Freddy Mulumba. Bonsoir Madame. Vous êtes journaliste, chercheur, écrivain et vous êtes également détenteur d'un certificat du département d'État américain sur la politique étrangère américaine depuis 2014. Oui, on était invités, on était 8 Africains, on était invités en Amérique au département d'État pour être formés en politique étrangère américaine. On a visité Pentagone, on a visité le département d'État, sont partis aux Nations Unies, mais aussi dans des universités américaines au sud. Donc on a rencontré presque tout le monde qui contribue à l'élaboration de la politique étrangère américaine. Donc on a eu un petit certificat, pas bref. Voilà, c'est d'ailleurs en cette qualité qu'on vous reçoit ce soir sur ce plateau. L'actualité au pays reste dominée par le rapport du groupe d'experts de l'ONU qui cite clairement le Rwanda, qui entretient le groupe armé au pays et qui a même ses troupes sur le territoire congolais. Mais il y a également l'arrivée prochaine du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui arrive d'ailleurs demain, ce mardi, à Kinshasa. Alors, on l'a dit, l'actualité, c'est ce rapport de groupe d'experts de l'ONU qui cite clairement le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Alors, première question, que dit exactement ce rapport? Oui, j'ai essayé de lire les rapports, il n'est pas tellement clair. Ils disent que le gouvernement congolais a cité les Rwandais, donc qui avec ses troupes qui soutiennent le M23. Et de l'autre côté, on dit que le gouvernement rwandais a rejeté. Ce n'est pas très clair. Et je vais dire aussi que ce rapport est sorti après la lettre du président de la Commission des affaires étrangères du Sénat. Donc ça a été quand même influencé. Mais il faut dire que dans ces rapports, il y a quand même certaines informations telles que l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu par, on dit roquettes, missiles, on ne sait pas. Et puis on suppose que c'est M23. On ne dit pas que c'est M23, on suppose. Donc les rapports restaient très flous, très généralistes. Donc c'était normal qu'il fasse des rapports parce que ce n'est pas le premier. C'est pas le premier. Parce que je vois à Kinshasa, il y a, je dirais, un faux débat. Pourquoi on fait un faux débat? Ce n'est pas le premier rapport. Le premier rapport qu'on a eu ici, c'est en 2002. Le rapport CASEM des experts sur l'exploitation illégale de nos ressources. En 2002. Il n'y a pas eu de sanction. Deuxième rapport, en 2010, les rapports sur mapping, les rapports mapping, oui. Les Rwanda, l'Ouganda sont cités nommément. Et jusqu'à aujourd'hui, pas de sanctions. Pas de sanctions. Troisième rapport, c'est celui de 2012, toujours des Nations Unies. Là, on démontre, avec preuve, que ce rapport n'a pas été, donc, que les Rwandais soutiennent le M23 en 2012. Pas de sanctions. Mais qu'est-ce qui prouve que le rapport qui vient de sortir va donner des résultats? Et moi, j'ai doute fort. C'est la grande question, parce qu'au pays, on s'est félicité de ce rapport-là. Le gouvernement dit que finalement, les experts de l'ONU ont rejoint ce que le gouvernement a toujours dit, que le M23 a été soutenu par le Rwanda et que c'était le Rwanda lui-même avec ses troupes qui étaient au front contre le FARDC. Mais qu'est-ce qui va changer? Pourquoi ça n'a pas marché pour tous les précédents rapports? Oui, avant d'arriver à cela, parce qu'il y a des indices pour l'actuel rapport, il y a un débat qui était au Conseil de sécurité. C'était sur les rapports. Madame Bintou Keïta avait parlé. Il avait dit que l'M23 a des armes sophistiquées. Il se comporte plus qu'une armée régulière. Mais il n'a pas voulu citer les Rwandais. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a des pesanteurs, je dirais géopolitiques, sur la situation des Grands Lacs. Vous venez de poser la question pourquoi les rapports n'a pas d'effet, on n'a pas sanctionné. Je pense que un des premiers éléments qui peut expliquer pourquoi les rapports ne sont pas appliqués, ne sont pas pris au sérieux,
au niveau des Nations Unies. Le premier élément est qu'il y a les génocides rwandais qui pèsent sur la conscience de certains Américains. Parce que pendant les génocides, il y avait quelqu'un qui était dans l'entourage de Bill Clinton, qui devrait normalement intervenir, donc donner l'information à l'État américain pour qu'il y ait une intervention pour éviter les génocides. Ça n'a pas été fait et ça le pèse sur son cœur, sur sa conscience. Et deuxième élément qui explique aussi cette situation, c'est lié à la situation de la MONUSCO, des Nations Unies. Les Rwandais fournissent ses troupes aux militaires des Nations Unies à travers l'Afrique. C'est l'Amérique qui finance. Donc ce qui faisait que quand on vient avec les dossiers au niveau des Nations Unies, la représentante des États-Unis d'Amérique s'opposait. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc il y avait d'abord ce qui pesait la conscience, c'est sa conscience concernant les génocides. Deuxième chose, les Rwandais fournissaient des troupes aux militaires des Nations Unies. Et puis, dernière chose, donc, le troisième élément, c'est beaucoup plus la situation des multinationales. Vous savez, dans ce qui se passe ici, on l'a dit la fois dernière, ce ne sont pas des Rwandais, tout comme des Ougandais. Derrière, il y a des multinationales qui sont installées à Kigali et installées leurs usines et leurs banques à Kigali et en Ouganda. L'exemple le plus frappant, c'est quand on a sanctionné une entreprise belge qui était installée au Rwanda, en Ouganda, je pense aussi au Rwanda, qui exploitait de l'or. Les Américains l'ont sanctionné. Et aujourd'hui, avec l'état de siège à Kigali, tout comme en Ouganda, on ne raffine plus. Donc les entreprises sont presque fermées. Donc si on prend au sérieux tous les rapports des experts des Nations Unies, donc on va accuser aussi les multinationales qui sont responsables de la guerre qui se passe à l'Est. Et donc, on préfère privilégier la loi de l'Omerta. Exact, oui. Donc, on joue avec, on fait du bruit, les médias en parlent, mais prendre la décision, rien. Et puis, quand vous prenez l'ONU comme telle, l'ONU n'est pas encore une institution comme dans les temps, c'était le gouvernement qui représentait le peuple. Il y a la présence maintenant des multinationales au sein des Nations Unies. Et ça a été fait depuis, je pense, 2000 avec Kofi Annan quand il était secrétaire général des Nations Unies. Il a autorisé aux multinationales d'accéder maintenant aux Nations Unies. Donc, quand vous voyez l'ONU, ne voyez pas seulement le gouvernement américain, ne voyez pas les États, vous voyez aussi ce qu'on appelle les acteurs non étatiques, en particulier les multinationales. Et donc, vous rejoignez le point de vue de ceux qui pensent aujourd'hui que la RDC ne devait pas crier trop vite à la victoire suite à la publication de ce rapport. Je pense que quand on prend tous les rapports qui donnent des faits réels, mais qui ne sont pas appliqués, donc ils ne sont pas, comment dirais-je, on ne les utilise pas, donc il faut changer notre manière de voir les choses. Moi, j'ai dit aujourd'hui, le débat n'était pas d'aller encore aux Nations Unies. On peut y aller parce que ce qui est normal, nous sommes membres des Nations Unies. Bon, peut-être du point de vue de la forme. De la forme, mais la réalité est qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Au Congo, beaucoup de Congolais, à Kinshasa en particulier, on n'a pas beaucoup parlé. La lettre que le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, Bob Menendez, la lettre qu'il a écrite, adressée au secrétaire d'État Blinken, Anthony, tout est très clair. Il y a une rupture. Parce qu'il faut savoir que dans l'élaboration de la politique étrangère américaine, il y a des institutions qui interviennent. Vous avez la Maison-Blanche, vous avez le département d'État et vous avez le Sénat, avec la toute-puissante commission des affaires étrangères. Donc, quand vous lisez ce que le président de la commission étrangère a dit au président Blinken, ils ont les soucis. Ils sont inquiets en disant que face au Rwanda aujourd'hui, les intérêts américains, les valeurs américaines sont en difficulté. Il y a une contradiction.
Parce qu'on ne peut pas comprendre. L'Amérique forme les militaires rwandais. L'Amérique finance l'armée rwandaise. Et l'armée rwandaise sur le territoire congolais, ça fait plus de 10 millions de morts. Quelles leçons les Américains peuvent donner aux Congolais? C'est contraire aux valeurs américaines, leurs valeurs et leurs intérêts. Et cette lettre a été adressée à Blinken pour que la politique étrangère américaine change dans notre pays, donc dans les grands lacs, qu'on ne puisse pas soutenir Kagame, qu'on ne puisse pas les financer avec tout ce qu'il fait au Congo. Donc il faut redéfinir. Et on a senti dans cette lettre qu'il y a d'ailleurs une position nette des Américains sur le Congo, que beaucoup de gens ne sont pas encore rendus compte. Est-ce que l'arrivée de Blinken est la conséquence de cette lettre? Effectivement, je pense que non, ce n'est pas... en fait, c'est ce que je peux dire, que il y a toute une stratégie africaine des États-Unis d'Amérique, en quelque sorte, qui a été déjà conçue. Donc c'était déjà prévu quand même. Chez les autres, on programme. Oui. Ce n'est pas du hasard, parce que le président de la Commission des affaires étrangères a été reçu par des services pour qu'il s'explique. Donc il a donné un peu sa vision, il a demandé qu'on change la politique étrangère de l'Amérique africaine, quoi, sur les États-Unis d'Amérique, sur le Congo. Donc c'est ça un peu le problème qui se pose actuellement. Mais il faut dire que nos médias n'ont pas pu beaucoup exploiter cette lettre. C'est une lettre capitale. On s'est limité juste à dire que le Sénat américain a condamné le Rwanda. Non, le Sénat américain a demandé qu'on change la politique étrangère dans le monde, mais aussi en Afrique. Parce que Blinken n'est pas le seul, Anthony Blinken n'est pas le seul à venir ici. Il y a eu Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, va faire Afrique du Sud, Congo et Rwanda. Il y a Samantha Power qui s'occupe de USAID. Elle a fait Kenya, je pense avec notre pays, Afrique de l'Est. Et actuellement, donc peut-être prochainement, vous avez Linda, ambassadrice de USA aux Nations Unies, qui va faire l'Ouganda et le Ghana. Okay. Tout ça, c'est pour définir la nouvelle stratégie africaine de l'Amérique. Okay. Donc, il faut placer l'arrivée d'Anthony Blinken dans ce cadre-là. On va d'abord rester sur le rapport du groupe d'experts de l'ONU. Alors, à la publication de ce rapport, le Rwanda n'a pas tardé à réagir. Son ministre des Affaires étrangères, Biruta, a balayé d'un revers de la main le résultat de ce rapport, mais accuse plutôt la RDC qui continue à soutenir le FDLR. Ça, c'est un refrain de tous les temps. Mais bon, le Rwanda, apparemment, ne s'avoue pas vaincu. Non, je pense que c'est normal. Ils ont déjà compris que les choses ont déjà tourné. Donc, l'FDLR, c'était leur discours habituel, leur narratif. Mais quand vous lisez les rapports de 2012, les rapports des experts, ils démontraient que la plupart des FDLR qui étaient retournés à Kigali, au Rwanda, ces FDLR ont été recyclés et renvoyés au Congo comme militaires. Les preuves sont là. Si ceux qui doutent qu'ils prennent les rapports de 2012, les rapports intérimaires, on démontre ça très clairement. Et puisqu'à chaque fois le Rwanda a ce prétexte-là de FDLR, que doit faire le gouvernement congolais pour couper de l'herbe au pied de Kagame? Non, c'est parce que le problème, c'est quoi? Les FDLR ont fait des génocides. Comme ils sont à Kinshasa, donc ils sont au Congo, ils menacent encore les Rwandais pour encore faire un deuxième génocide. On joue sur la peur du monde occidental, la culpabilité du monde occidental pour qu'on intervienne, on veut tuer les Tutsis. Et je voudrais revenir ici parce que ce discours revient. Les Congolais veulent tuer des Tutsis. Quelquefois, on veut tuer des Rwandais. Je ne pense pas parce que quand on lit l'autre histoire, du temps des musées, là il faut lire les mémoires du Cubain, donc argentin ici, Che Guevara a démontré, il a écrit, dans les maquis, il y a eu
des Rwandais, des Tutsis et des Congolais avec Mouzé qui se battaient pour l'indépendance. C'était quoi? Il faut libérer d'abord le Congo, après le Congo va libérer les Rwandais. C'était ça leur jeu. Donc c'est ça leur deal. Donc dire qu'on veut tuer les Tutsis, ça ne tient pas debout. Deuxième élément qui montre que c'est un discours, un fonds de commerce pour le régime de Kagame, de Kigali, c'est la situation de M. Bisengimana. Bisengimana a fait ici 10 ans, il dit 10 ans, comme il était le cabinet de Mobutu. C'était l'homme le plus puissant. On n'a pas tué les Tutsis. Les Congolais et les Rwandais vivaient sans problème. Comment aujourd'hui on peut dire que les Congolais veulent tuer les Tutsis? Par contre, il faut dire qu'au Rwanda, il y a un problème entre les deux communautés. C'est une seule communauté parce que ce sont des créations occidentales. Ce n'est pas des créations africaines. Entre ces deux communautés, il y a la haine entre ces deux communautés. Entre Tutsis et Hutus. Il faut faire par tous les moyens pour régler les problèmes au Rwanda. Ce n'est pas un problème que les Congolais veulent tuer les Tutsis parce qu'il y a beaucoup de Tutsis, beaucoup de Rwandais qui vivent ici. On ne fait rien. Donc Kagame, pour se maintenir au pouvoir, il a besoin de ce discours. Son cheval de bataille pour dire aux autres que vous avez tué les Tutsis au Rwanda, les génocides rwandais, de 800 000 Rwandais, vous êtes responsables, maintenant on va encore nous tuer, vous va encore tuer les Tutsis, vous allez voir, vous portez encore notre responsabilité. Il joue sur ça. Oui, mais en même temps, il n'y a pas que le Rwanda qui a perdu. Nous, on connaît aussi un génocide. D'ailleurs, si on interroge l'histoire, avec Léopold II, il y a eu aussi plus de morts. D'ailleurs, c'est en termes de millions. Effectivement, je pense que, en fait, notre génocide, ce n'est pas causé par les Rwandais, c'est par les multinationales qui ont donné des armes au Rwanda et au Ouganda pour nous tuer. Généralement, c'est le nombre qui est bien connu, c'est 4 500 000. 4 500 000 personnes qui sont mortes ou bien tuées pendant cette période. D'ailleurs, dans la lettre du président de la commission du Sénat américain, la commission d'affaires étrangères du Sénat américain, il parle de 4 500 000 morts. Il a signé. Donc ça commence à peser. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les Congolais veulent tuer les Tutsis. C'est un faux discours. Je pense qu'aujourd'hui, les gens savent. M. Kagame, il a tué un Tutsi d'ailleurs qui était son conseiller en matière de sécurité. Karegeya. Il a été tué en Afrique du Sud. Il a tiré sur Kayumba. Il est Tutsi. Il vient de mettre en prison encore d'autres Tutsis. Donc ça ne tient pas debout. Donc ce discours tribal est utilisé par les hommes politiques pour se maintenir au pouvoir ou bien pour y accéder. Donc le peuple n'a rien à voir avec ça. Si vous partez à Kigali, vous ne trouverez pas cette histoire de Tutsi Hutu. C'est quand les politiciens instrumentalisent qu'il y a des morts. Donc le problème est beaucoup plus politique qu'ethnique. Donc tenir ce discours envers le Congolais, je pense que c'est du passé. Alors, avec ce rapport, qu'il faudrait faire pour qu'il y ait quand même un changement, pour que les lignes bougent, pour que ça ne reste pas comme les précédents rapports qui ont été classés dans les tiroirs? Qu'est-ce que le Congo devrait faire? Parce qu'il y a aussi une frange d'analystes qui estime que le Congo devrait justement saisir cette occasion pour contacter les 3 pays africains qui sont au Conseil de l'ONU pour plaider leur sort afin qu'il y ait vraiment des sanctions contre le Rwanda. C'est une erreur. L'ONU n'a jamais résolu une crise. Là où l'ONU est passée, soit on fait un coup d'État, ce qui s'est passé ici en 1965 avec Mobutu, avec l'ONUC. L'ONUC est arrivé, normalement les Américains ne pouvaient pas intervenir, ils sont passés par l'ONUC, par les Nations Unies. Quand ils sont arrivés, on a refait l'armée. Quand l'armée est devenue très solide, Mobutu a fait un coup d'État. Ça, c'est le premier cas. Où l'ONU, avant de partir, il laisse derrière lui un coup d'État. Deuxième élément, c'est le cas de la balkanisation. Là où l'ONU est passé, en Yougoslavie, l'ONU est passé au Soudan. Le résultat, ces pays ont implosé. Mais là où il y a eu la réussite, c'est quand l'Angola, le cas de l'Angola, l'Angola a chassé les missions des Nations Unies. Ils ont même écrit pour rester. L'Angola a refusé. Dès qu'ils sont partis, l'Angola maîtrisait Savimbi.
Donc ceux qui pensent que l'ONU va résoudre notre crise se trompent. Donc, il faut lire l'histoire et tirer les leçons. Les manifestations anti-MONUSCO ont leur raison d'être. Mais je pense que c'est le peuple. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Nous sommes, il y a Kinshasa, dans des bureaux. On prend notre verre, on danse, on fête, tout ça. Mais imaginez-vous au Kivu. Ça fait plus de 20 ans. Depuis 1994, quand les troupes de Kagame sont entrées pour attaquer les FDLR ou l'ancien régime qui avait traversé avec femmes, enfants, avec armes, avec même la banque du Rwanda au Congo. Ils ont attaqué. Il y a eu des gens qui ont fui. Je dis à pied. Ils sont partis du Kivu, passés par Kisangani jusqu'à Kinshasa. C'est un peuple traumatisé. 20 ans, les enfants ont grandi. Il n'y a que des décès. On tue, on pille. l'ONU est toujours là. Donc, ce peuple, le peuple s'est pris en charge. Comme Mouzé le disait. Mouzé le disait, la guerre sera longue et populaire. Le peuple s'est pris en charge. Maintenant, c'est aux hommes politiques de comprendre, le peuple n'en veut pas. Parce que c'est supposé que, donc c'est pas supposé, c'est prévu que l'ONU est là pour sécuriser la population. Mais l'ONU commence à tirer sur la population et la population attaque l'ONU. Donc la solution, c'est faire vite pour que l'ONU parte. Mais la chance que nous avons cette fois-ci, c'est la question congolaise est au centre de la politique étrangère américaine. Parce que les gens ne s'imaginent pas cette lettre du président de la commission des affaires étrangères du Sénat. Ça pèse très lourd. Et moi, je compare cette position du Sénat par rapport à la situation des années 1994. L'Opodé était dans ces pays. Il tuait, il pillait. On parle de 10 millions de morts. Mais l'Opodé avait un lobbying. Avait un lobby très fort à Washington. La plupart, Washington Post, New York Times, il y avait toujours les oreilles de Léopold II. Il a fallu Morel, qui est un Britannique. Il a traversé l'Atlantique, il est parti en Amérique. Il a rencontré le président Roosevelt, oui. Il a rencontré le président Roosevelt pour lui dire que ça ne va pas à Kinshasa, donc ça ne va pas à Léopoldville. Donc il faut faire pression sur le pouvoir pour qu'il abandonne. Mais l'avantage que le Morel a eu, parce qu'il y a eu des soutiens sur place encore. Il y a un grand écrivain américain, Mark Twain. Ce n'est pas n'importe qui. Mark Twain est arrivé même à faire des pamphlets contre Léopold II. Il y a eu même des présidents des universités américaines qui ont pris position pour le Congo. Donc ça fait partie de la tradition. À un moment donné de notre histoire, l'Amérique est présente. Elle n'est pas présente par hasard. L'histoire du Congo est faite de l'Amérique. L'Amérique a reconnu le Congo en 1884. C'est le premier État. Avant même la Belgique. Avant la Belgique, 1884. Il est le premier. Après l'Amérique, c'était l'Allemagne. Avant que l'État indépendant du Congo soit créé. Donc on reconnaissait déjà le Congo comme un État par l'Amérique. Donc nous sommes très présents en Amérique. Ça, c'est les deux. Nous sommes aussi très présents en Amérique avec la présence des Noirs américains. J'étais à New Orleans, dans le sud, quand on était parti en formation. Nous sommes arrivés dans un hôtel. J'ai vu des Noirs américains. Je regarde sur la poitrine des serveurs. Il y avait qu'on avait donc, sur la poitrine, il y avait le nom Simba et Samala. Donc, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe. On me dira que dans les temps, la plupart de Noirs esclaves ont été déportés vers New Orleans, en Louisiane. Et vous partez là-bas, vous avez des places qu'on appelle Congo Square et une prison qu'on appelle Angola. Donc, ceux qui sont en Louisiane sont nos frères. Donc, le Congo est présent en Amérique. Voilà pourquoi, quelquefois, sans qu'on soit conscient ici, parce qu'on n'a pas la mémoire, on ne connaît pas notre histoire, que s'il y a beaucoup de choses qui se passent en Amérique, c'est parce que les Noirs américains interviennent. Il y a eu
quelqu'un qui était chez les Bakuba, là, chez Nini, on appelle Shepard. C'est un missionnaire noir américain. Il a eu des problèmes avec le pôle 2, il a été expulsé. Condamné, expulsé, il arrive là-bas, il a fait la campagne pour le Congo. Donc il y a tous ces noirs, surtout protestants, baptistes, qui ont joué un grand rôle. Donc il faut dire que l'attitude, la lettre du président de la commission des affaires étrangères du Sénat s'inscrit dans toute une logique. Donc notre destin est lié à l'Amérique. Il faut que les Congolais comprennent ça. Notre destin est lié en Amérique à travers ce qu'on peut appeler la Renaissance africaine ou bien le panafricanisme. Parce que il y a Du Bois. C'est un écrivain noir américain. Il est rentré et il est mort au Ghana. Donc, ces gens se sentent beaucoup plus africains quelquefois que les Africains même. C'est leur racine. C'est leur racine. Donc, c'est ce que j'ai dit, il faudrait qu'on utilise ces éléments qu'on a, cette histoire commune, cette culture commune qu'on a avec l'Amérique, pour que le Congo ou bien que l'Afrique soit debout. Alors, c'est dans ce contexte-là du rapport publié par le groupe d'experts de l'ONU, des manifestations anti-MONUSCO, que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive demain mardi à Kinshasa. Que peut-on attendre de cette visite? Oui, vous permettez que je lise parce que je n'ai pas tout en tête. Il y a un article qui est sorti dans... Excusez-moi. Ici, qui est un magazine américain. Une déclaration. Un peu, je regarde un peu. Ok. Je pense ici. Si, ok. C'est l'article est intitulé donc cet article, l'équipe Biden dévoile la nouvelle stratégie africaine des États-Unis d'Amérique. C'est là où on donne un peu les objectifs de cette nouvelle stratégie. Ça, c'est les magazines Foreign Policy du 4 août 2022. Comme je suis abonné, je les lis un peu régulièrement. C'est récent, oui. Qu'est-ce que l'auteur écrit? Il s'appelle Robbie Kramer, journaliste spécialiste de la diplomatie et de la sécurité nationale à Foreign Policy. Il dit la stratégie comporte plusieurs objectifs primordiaux, notamment le renforcement de la démocratie, de la gouvernance et de la sécurité, la lutte contre les pandémies et les opportunités économiques, la lutte contre la crise climatique et une transition énergétique juste pour le continent, ainsi que la promotion des sociétés ouvertes. Et l'auteur cite un responsable de l'administration Blinken, Biden. Il dit l'un des principaux objectifs de la nouvelle stratégie est de mettre l'accent sur la diplomatie et le développement et d'y consacrer davantage les fonds afin de s'éloigner de l'engagement militaire prioritaire dans certaines parties de l'Afrique. Parce que la politique étrangère américaine de Washington était principalement axée sur la lutte contre le terrorisme. Maintenant, on va beaucoup parler de la diplomatie et du développement. Donc, il y a tout un changement, tout un basculement qui s'opère. Et là où moi j'ai dit, avec ce que les Américains aujourd'hui nous présentent, qu'est-ce que nous on propose? Parce que généralement, dans nos rapports avec le monde extérieur, on attend qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Mais il faudrait maintenant qu'un travail doit être fait au niveau de l'Afrique et du Congo en particulier, pour définir d'abord nos intérêts. Où sont nos intérêts? Dès qu'on définit nos intérêts, on fait tout un projet, tout un plan de discussion avec les Américains. Je peux prendre un exemple, parce que quand les Américains vous écrivent, vous donnent de telles orientations, c'est par rapport à leurs intérêts. Et quand on va aller plus loin,
on peut se rendre compte que dans ce qu'ils font, c'est toujours le paradigme hérité de Berlin. Ça signifie quoi? À Berlin, on avait décidé que l'Afrique et le Congo soient seulement les réservoirs des matières premières de l'industrie occidentale. Donc il faut changer ces paradigmes. Vous n'attendrez pas que les Américains changent le paradigme, c'est aux Congolais, aux Africains de changer le paradigme. Ça signifie quoi? Il faudrait maintenant, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits par, par des Africains. Cheikh Anta Diop a fait un travail énorme dans le sens africain et panafricanisme. Donc, qu'on ait puisé un cas précis. Cheikh Anta Diop avait publié les fondements économiques et culturels de l'Afrique pour son développement. Tout est défini à l'intérieur. Comment industrialiser l'Afrique? Quels sont les pôles? Nous, on nous a donné une émission par Cheikh Anta Diop pour industrialiser l'Afrique. Nous avons les barrages d'Inga, nous avons des mines. Donc le Congo peut jouer un grand rôle. Mais il faut que les Congolais pensent. Il ne faudrait pas que des instituts extérieurs pensent à notre place. C'est ça notre faiblesse. Mais justement, c'est ça aussi le problème. Là, vous donnez plus de crédit aux Américains, alors que les Congolais eux-mêmes, en tout cas la grande partie, estiment qu'aujourd'hui, il serait mieux de se tourner vers la Russie que vers les Américains qui, jusque-là, selon eux, n'ont rien fait pour le Congo. Non, non, je pense que ce serait une erreur. Je prends un exemple un peu précis parce qu'il faut l'histoire doit nous aider. J'ai lu Thomas Kanza, les livres qu'il a consacrés sur la chute de Lumumba. Thomas Kanza démontre, donc explique, en 60, quand les autres, les Européens, voulaient continuer avec la colonisation, on avait envoyé un noir ici, vers la fin de la colonisation, donc de la colonie, pour parler avec Kasavubu. Et ces noirs américains, étaient venus pour qu'on reconnaisse le Congo comme un État au niveau des Nations Unies. Donc c'est lui qui a pris la lettre qui a été remise au secrétaire général des Nations Unies pour que le Congo soit reconnu. C'était un noir américain. Il s'appelle Bench. Le président, je pense, Eisenhower, il avait envoyé quelqu'un, son envoyé spécial. Il a rencontré Kasavubu. Il a dit à Kasavubu, nous ne sommes pas contre le nationalisme, mais ne changez pas de camp. Ça signifie quoi? Leurs intérêts sont très clairs. Ne soyez pas avec les communistes, mais on vous laisse la liberté de vous organiser. C'est dans ce contexte-là qu'il faut placer la visite de Blinken? Je pense que Blinken, dans leur vision, ils ne viennent pas pour qu'on joue encore le travail, donc le rôle des gens qui doivent soit jouer les camps américains contre les camps chinois ou bien les camps russes. Non, ce serait pas, ils ne sont pas dans cette vision-là. Mais je pense que l'Amérique a tout intérêt à ce que le Congo soit stable, parce que nous sommes un maillon important dans la géopolitique mondiale aujourd'hui. Nous avons le cobalt, nous avons le lithium, donc nous pesons lourd. Avec la transition écologique et énergétique, oui. Mais ça ne nous empêche pas de faire ce que nous voulons pour notre peuple et pour notre pays. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est une chance unique. Nous avons notre destin en main. C'est question maintenant de savoir nous voulons quoi. Ça signifie qu'il faut que la classe politique change. Il faut que les intellectuels africains et congolais produisent la pensée, donnent des orientations aux hommes politiques, ce qu'il faut faire. Il faut que les médias acceptent les débats il faut qu'il y ait des débats dans les médias publics. Mais quand on regarde nos centres de recherche, on regarde nos médias, il n'y a pas d'avenir. Parce que les Américains vous ont dit très clairement ce qu'ils veulent. Nous voulons quoi? Moi, j'ai dit, il n'y a pas une politique claire, il n'y a pas une vision claire là-dessus. Non, mais le problème, c'est à nous de définir maintenant ce que nous voulons. Je prends un exemple. Nous avons aujourd'hui le cobalt. Nous avons le coltan. Est-il normal qu'on exploite ce coltan, ce cobalt, qui soit exporté à l'extérieur sans transformation? Il ne faut pas demander aux Américains. Nous faisons une note ou bien un projet. Nous disons aux Américains, nous voulons qu'on puisse transformer le cobalt sur place. Qu'il y ait des usines sur place, transformation. Qu'il y ait même des usines pour produire des appareils. C'est le travail des Congolais.
Mais comme on a une élite... Et même avec le lancement des appels d'offres de blocs gaziers, c'est une opportunité aussi offerte aux Congolais. Je pense que c'est une opportunité, mais il faudrait la penser. Ce n'est pas l'homme politique qui produit la pensée. Les recherches sont dans des universités et dans des think tanks. Il faut faire travailler les Congolais et les Africains pour produire. Parce que nous sommes dans un tournant historique. Le monde bascule. Tout le monde se bat pour ses propres intérêts. Mais il n'y a que nous, Africains, parce que je suis beaucoup de médias, surtout l'Afrique noire ici, mais c'est une catastrophe. Il n'y a que des querelles. On ne voit pas une vision très claire. Donc le moment est arrivé, ceux qui sont encore restés lucides, qu'ils s'organisent très rapidement pour produire la pensée. Les Américains ont proposé ça. Nous proposons ça. On engage des discussions. Mais il ne faut pas mener des gens qui vont aller discuter avec les Américains pour chercher 30%. Je te dis que... Et d'ailleurs, dans plusieurs pays développés, les politiques puisent leurs idées dans les TikTok des intellectuels. C'est d'ailleurs de là que partent les visions pour le développement du pays. Mais ici, c'est pratiquement l'inverse. Oui, mais maintenant, il faut que les intellectuels s'imposent. Le problème est que les intellectuels ne s'imposent pas. La pensée s'impose d'elle-même. Quand vous travaillez, vous mettez sur la place publique, ça va s'imposer. Mais chez nous, la plupart des intellectuels reproduisent la pensée des autres. Voilà pourquoi on ne peut pas se développer. On ne peut pas se développer avec des idées des autres. Donc, il faudrait qu'au niveau des Africains, il y a déjà des think tanks, il y a des centres de recherche qui existent. Maintenant, il faut que les hommes politiques aient le temps de se référer à ces gens-là. Les Américains sont très, je dirais, un peu libéraux. Ils sont comme ça. Je te donne un exemple. Quand vous êtes ici à Kinshasa, vous parlez, vous critiquez, un ambassadeur peut t'appeler. Mais pourquoi tu dis ça? Nous arrivons à Washington, au département d'État. La première chose, c'est ce qu'on nous a dit. Vous êtes libre. En Amérique, c'est la liberté. Mais une question. Pourquoi cette liberté est en Amérique et pas chez nous? Voilà pourquoi c'est que les Congolais peuvent demander à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, donner la liberté aux Congolais et l'accompagner dans la liberté. Parce que généralement, ce que je disais ici, on est dans un paradigme qu'on a hérité de 1885, où on nous voit, même pas comme un marché, on voit le Congo comme un réservoir de matières premières pour leur industrie. Donc il faut changer ce paradigme. Maintenant, il faut que les Congolais posent leur propre paradigme pour discuter avec les Américains, car sur table. Les Américains ne sont pas très compliqués. Je te donne encore un exemple, pour que les gens comprennent. J'étais en Thaïlande, à Bangkok. J'arrive, je regarde un pays bien organisé, mais c'est un pays qui n'a pas de minerais. Je pose la question. Donc, en retournant à l'aéroport, j'achète un livre écrit par un Thaïlandais, un économiste de 58 ans, d'ailleurs, il était déjà décédé. Il explique pourquoi Thaïlande, qui est un État faible, a connu de succès sur le plan économique. Ce qui m'a frappé, l'Occident, quand tu dis l'Occident, c'est l'Amérique, qui couvrait un peu cet espace, a protégé les élites thaïlandaises. Ça a donné une stabilité. Mais quand on vient en Afrique, nos élites sont tuées, assassinées, abandonnées. Et quand vous tuez le cas de Lumumba, on l'a tué trop tôt. Mais ce sont les mêmes Américains. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est notre faute. Quand vous êtes avec les Américains, vous leur dites quoi? Il faudrait que nous changeons. Qu'on définisse. Il y a aussi un problème du rapport de force. Est-ce que quand on parle avec les Américains, on traite d'égal à égal? Non. Ce qui est vrai, on ne peut pas traiter d'égal à égal. Tu vois ce qui est arrivé aujourd'hui. Beaucoup de gens ne croyaient pas avec les voyages du président Tshisekedi. Les gens disaient qu'on payait, donc on a dépensé beaucoup d'argent pour rien. C'est le résultat de la diplomatie. Tous les voyages que le président Tshisekedi a fait, des discussions avec les Américains, des preuves. Et au-delà du président Tshisekedi, il y a la diaspora congolaise. Nombreuse, hein, en Amérique. D'ailleurs, les profs de Zongalantage me disaient, quand le docteur Mukwege a eu son prix Nobel de la paix, à Stockholm, donc en Suède, il y a eu 800 professeurs congolais.
800 qui ont assisté à ça. Donc nous avons une chance exceptionnelle d'avoir notre diaspora. Alors, on tend vers la fin. Qui pourra nous aider à nous en sortir. On tend vers la fin de cette émission, mais vraiment pour conclure, Ouais. je rappelle quand même dans une des émissions qu'on a réalisées avec vous, vous avez prédit la chute de Kagame. Est-ce que votre prophétie ne serait-elle pas en train de se réaliser? Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas de prophétie. C'était l'analyse. Hein, c'était l'analyse. Mes lectures, surtout sur le plan historique, m'ont aidé à comprendre où part Kagame. C'est comme aujourd'hui, on peut faire des projections par rapport à l'histoire. L'Amérique est très ouverte. Parce qu'il faut savoir, par exemple, la chance qu'on a maintenant. L'Amérique est ouverte et puis l'Amérique veut traiter directement avec le Congo. Et non passer par la Belgique. Le président Tshisekedi est élu, investi. Les premiers voyages qu'il a fait, il est parti en Amérique. Voilà un symbole. Donc, les Américains, il faut très bien les connaître. Si tu pars en Amérique, il y a à Wisconsin toute une université. Celui qui est mieux connu, c'est Crawford Young, qui a publié un ouvrage, The Rise and Decline of the United States, sur le Congo. Il est décédé d'ailleurs, je pense, ça fait 2 ou 3 ans. Il y a toute une chaire au niveau de Wisconsin qui traite du Congo. Donc, si les Américains veulent savoir ce qui se passe ici, ils partent là-bas. Et chez nous, il y a des chaires qui traitent de l'Amérique. Le professeur Nzongala Ntalaja, qui donne cours en Caroline du Nord, il a publié un ouvrage de Léopold à Kabila, l'histoire de politique du Congo. Un livre qui est trop lu à l'extérieur, mais sauf ici. Voilà nos limites. Faisons un effort pour apprendre. Nous avons une chance extraordinaire d'avoir l'Internet aujourd'hui. Tout ce que je vous dis ici, je ne suis pas déplacé. C'est à travers les livres, à travers l'Internet. Donc, utilisons les nouvelles technologies pour reconstruire un Congo fort au service de l'Afrique. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba, d'être venu sur ces plateaux. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.